Public Sénat. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver à suivre ce matin sur Public Sénat à partir de 11 h en direct les vœux de Martine Aubry alors que les socialistes se sont enfin mis d'accord sur un calendrier pour les primaires. Mais tout de suite, c'est un débat sénatorial dans l'hémicycle sur la ruralité. Aujourd'hui, 50% des Français vivent à la campagne. Il faut dire que le secteur rural représente 80% de la superficie française. Mais cette ruralité est-elle une chance pour l'avenir et la cohésion des territoires ? C'est à cette question que les sénateurs vont tenter de répondre. Ils interrogent ce matin, dans le cadre de leur action de contrôle du gouvernement, le ministre Bruno Le Maire, ministre de l'Agriculture. Un débat qui intervient quasiment un an, jour pour jour, après le discours de Nicolas Sarkozy prononcé à Morée, où le président de la République s'était engagé en faveur du monde rural. Très bonne séance à tous. La séance est ouverte. Le compte-rendu analytique de la précédente séance a été distribué. Il n'y a pas d'observation. Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage. L'ordre du jour appelle la discussion de la question orale avec débat numéro 2 de M. Didier Guillaume à M. le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du Territoire sur la ruralité, une chance pour la cohésion et l'avenir des territoires. La parole est à Didier Guillaume, auteur de la question. C'est la désertification. Bien, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes très chers collègues. Le thème de cette question orale avec débat, c'est la ruralité, une chance pour la cohésion et l'avenir des territoires. Monsieur le Ministre, le monde rural est au cœur de notre culture, de notre identité collective, de notre patrimoine national. Que ce soit en littérature, des paysans de Balzac jusqu'à la terre de Zola, en peinture, de Monet à Giverny, à Van Gogh dépeignant sa Provence adoptive, il n'a cessé d'exalter le génie artistique. Le monde rural a irrigué la France de ses valeurs de solidarité. Son implication dans la résistance suffit à démontrer le lien inaltérable qui l'unit à notre pays, comme dans le Vercors, le Limousin ou l'ensemble des maquis de notre République. Aujourd'hui, la ruralité ne semble pas être une priorité politique pour l'État. Les citoyens du monde rural se sentent délaissés. Ils regardent jour après jour leurs services publics fermés, la République les abandonner. Aujourd'hui, des millions de citoyens sont en voie d'exclusion de notre pacte républicain. L'égalité territoriale est bafouée. Ils ont un accès limité aux services publics de base. La mise en œuvre de la RGPP a accentué le phénomène. La pénurie des moyens de l'État, la logique purement comptable et de très court terme font énormément de dégâts. Il y a urgence à agir. Notre pays tout entier est concerné par la ruralité. Le monde rural se métamorphose. Loin d'être ringard, il constitue de formidables potentiels de développement. Il n'est pas replié sur lui-même. Il avance. Les femmes et les hommes qui y vivent se battent inlassablement sur le terrain pour un quotidien meilleur. J'ai bon espoir qu'un avenir meilleur soit possible, un avenir fait de cohésion sociale et de cohésion territoriale. Quand on est artisan boulanger à Chaumérac en Ardèche, ostréiculteur à Auray dans le Morbihan, producteur de foie gras à Pomarès dans les Landes, propriétaire d'un gîte à Ribérac en Dordogne, infirmière à Valréas dans le Vaucluse, assistante maternelle à Guéret dans la Creuse, directeur d'un site de production du leader mondial de luxe LVMH à Marsat dans la Drôme, salarié d'un parc naturel à Saint-Étienne de Tinée dans le Mercantour, de la Poste à Aguessac dans l'Aveyron, plombier à Florac en Lozère, médecin à Raon-l'Étape dans les Vosges, patron d'une scierie à Campan dans les Hautes-Pyrénées, chirurgien à Die ou PDG des porcelaines Revol à Sainte-Use, salarié d'un parc aventure à Langogne en Lozère, ou restaurateur, comme Régis Marcon à Saint-Bonnet-le-Froid, Michel Chabran à Pont-de-l'Isère, les frères Ribarbour à Bidart, ou encore Arambide à Saint-Jean-Pied-de-Port,
ou Yves Joigny à la remise à Entraigues-sur-Volane, les réalités de vie sont les mêmes, le fait rural. Le monde rural est un moteur de développement, notamment économique. Il n'est pas concevable que ses habitants soient considérés comme des citoyens low cost, confrontés aux pires difficultés concernant l'accès aux services publics primordiaux comme la santé ou l'éducation. Il n'est pas compréhensible que la fracture numérique s'accentue. Il n'est pas acceptable que la question des transports nuise encore à la vigueur économique de ces territoires. Nous voulons un aménagement du territoire harmonisé et nous devons définir ensemble quelles sont les conditions indispensables au développement des zones rurales pour que ces territoires participent à construire la France du XXIe siècle. Les habitants du monde rural, oui, ont des difficultés pour accéder aux services publics primordiaux, comme la santé, qui doit être une priorité. Les déserts médicaux fleurissent aujourd'hui dans nos campagnes et nos montagnes. L'urgence actuelle est de recouvrer un haut degré de proximité. L'absence d'offres médicales et de permanence des soins sur une bonne partie du territoire français prive des pans entiers de notre société de l'accès aux soins. Les délais pour accéder aux soins mettent en danger les patients. Si l'on ajoute à ce tableau la fermeture progressive d'urgences, de maternités, de blocs opératoires, on peut situer sans peine le degré d'abandon dans lequel se trouve actuellement le monde rural. La loi HPST a failli. Plus de 18 mois après son adoption, rien n'a changé. À Die, dans la Drôme, c'est la croix et la bannière pour trouver un chirurgien, car le service d'urgence et la maternité sont menacés. Et je ne vous parle même pas de l'hôpital de Valréas dans le Vaucluse, des hôpitaux de proximité de Nyons et Buis-les-Baronnies. En Ardèche, la maternité de Saint-Agrève a fermé en octobre 2008. Les femmes enceintes doivent aller jusqu'à Annonay, 60 kilomètres plus loin. Dans les Côtes-d'Armor, à Paimpol, l'hôpital n'a plus d'activité depuis le mois de janvier. À Doullens, dans la Somme, après avoir perdu le bloc opératoire l'été dernier, c'est la maternité qui est aujourd'hui menacée. Et la liste des inquiétudes est longue. Figeac dans le Lot, Decazeville dans l'Aveyron, Gisors dans l'Eure. Le doute qui pèse sur les urgences, les blocs opératoires et les maternités conduit les hôpitaux de proximité à avoir mauvaise presse, les citoyens à avoir moins confiance, les personnels à chercher un avenir ailleurs. Le débat sur les hôpitaux a un fort impact sur la présence des médecins généralistes. Et quand l'hôpital est le premier employeur de la ville, comme à Buis-les-Baronnies, petite commune rurale, plus d'hôpital, ce serait à moyen terme 150 familles en moins pour les commerçants, les artisans et pour les écoles. Il faut donc changer la norme, changer les normes. Le maintien en réseau de ces structures est tout à fait viable. De plus, il est vital. Il en va de la sécurité de nos concitoyens. Après la santé, l'éducation est une exigence, parce que l'accès à l'éducation est impératif. Chaque nouvelle année scolaire possède son lot de fermetures de classes. Les moyens humains mis à disposition de ces territoires semblent se déliter. L'égalité des chances, c'est le socle de notre République. Quand des écoles de la République ferment, ce sont les fondations de notre idéal républicain qui s'effondrent. L'éducation et la santé sont les symboles de cette République qui fuit ses responsabilités dans nos campagnes. Mais que penser lorsque des bureaux de poste ferment, privant les citoyens d'un moyen de communication? Que penser lorsque des gendarmeries ferment, privant les habitants du monde rural d'un service régalien? Que penser lorsque les tribunaux ferment, sinon que la justice française fonctionne à deux vitesses? Que penser du débat sur le maintien des sous-préfectures, alors même que ces dernières maillent le territoire de l'action administrative de proximité? Que penser du passage à la TNT qui inquiète les élus et les citoyens, avec le risque d'un écran noir dans certaines zones? Mais après ce constat qui peut paraître noir, voire négatif, deux secteurs clés du développement rural sont importants que je voudrais aborder maintenant, les transports et la communication. Du point de vue des transports, beaucoup de paramètres structurels sont à améliorer. En matière d'infrastructures ferroviaires notamment, aujourd'hui, l'inégalité de desserte est incontestable. Michel Teston en parlera tout à l'heure. L'entretien et le développement des routes et des autoroutes devraient être assurés afin de permettre le désenclavement de tous les territoires. Et j'ai entendu les nombreuses interventions du président de la République sur ce sujet. La mise en chantier du dernier tronçon autoroutier Clermont-Béziers
est un signe important au désenclavement de nos territoires. Il est désormais prioritaire qu'il en soit de même pour la liaison Grenoble-Sisteron. L'implantation d'entreprises, la dynamisation du tissu économique dépend notamment de la qualité de la desserte par la route. Les transports collectifs sont essentiels, garants d'un meilleur développement durable, réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Et puis, le numérique est une chance historique pour l'aménagement du territoire. Ce n'est pas seulement une révolution technologique. Notre collègue Hervé Maurey l'a évoqué dans son excellent rapport. C'est une formidable opportunité pour réorienter l'économie vers le savoir et la connaissance. Le développement de la fibre optique dans le cadre du plan national très haut débit constitue un nouveau tournant. Les collectivités territoriales se sont massivement engagées dans cette voie car elle est synonyme d'aménagement du territoire, de modernité et de progrès. La ruralité à très haut débit, oui, voilà le défi qui nous attend, la ruralité à très haut débit. Et l'État doit accompagner les collectivités. À ce titre, il faut regretter la récente décision gouvernementale qui supprime la dotation de 25 millions d'euros dédiée aux écoles numériques rurales. La fibre peut mettre le rural sur un total pied d'égalité avec l'urbain. Par exemple, plutôt que de fermer une perception en zone rurale pour concentrer son activité dans la ville voisine grâce au haut débit, ne serait-il pas possible de la maintenir et de lui donner par du télétravail et par le haut débit du travail pour désengorger les postes comptables des grandes villes? C'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres, et cela maintiendrait la présence des services en zone rurale. J'ai la conviction que le champ des possibles est immense. Mais au-delà de ces constats, la ruralité est un véritable moteur de développement durable, agricole, économique, culturel et social de notre pays. La ruralité se définit d'abord par son économie agricole, Monsieur le Ministre. Aujourd'hui, les agriculteurs souffrent, aucune filière n'est épargnée. Et même si, selon l'INSEE et le ministère, le revenu annuel moyen agricole s'établit en 2010 à 24 400 euros contre 14 600 en 2009, soit une progression incontestable de plus de 60%, ces chiffres doivent être placés dans le contexte de la crise. Cette hausse est en fait une hausse en trompe-l'œil, réelle pour cette année, mais elle fait suite à une baisse cumulée de plus de 50% des revenus agricoles. Aucune autre profession n'aurait supporté cela, et je veux rendre hommage aux agriculteurs de notre pays. Lors de l'examen de la LMAP en mai dernier, Monsieur le Ministre, vous prononciez cette phrase « Je ne saurais trop insister, sans régulation, le marché agricole européen ne sera pas viable ». Il est sans doute trop tôt pour établir le bilan de cette loi. Sur certains points, comme le renforcement de la contractualisation, la création de l'Observatoire des prix et des marges ou encore la définition d'une véritable politique alimentaire nationale, nous pouvons nous retrouver. La régulation, le nouveau maître mot de cette loi, n'est pas encore réellement entrée en vigueur. Oui, l'agriculture française est viable et apte à nourrir les Français grâce à une alimentation de qualité. Mais pour que notre agriculture ait un avenir, il faut mieux protéger le foncier agricole face à l'artificialisation, renouveler les générations en installant de jeunes agriculteurs, mettre en place des circuits courts permettant aux agriculteurs de mieux vivre de leur production et aux consommateurs d'acheter des produits de qualité à des prix abordables. Il y a urgence si nous croyons encore à l'agriculture française. Mais l'agriculture, je le disais, n'est pas le seul moteur économique de la ruralité, car l'économie rurale tire sa richesse de sa diversité. Ce sont aussi les milliers de commerçants, d'artisans, d'entrepreneurs qui exercent dans nos territoires. Il ne faut pas les négliger, surtout en termes d'emploi, car ces entreprises-là ne sont pas délocalisables. Sans elles, dont certaines sont prestigieuses, leaders dans leur domaine d'activité, le monde rural n'aurait pas ce potentiel important. Dans mon département, l'entreprise Délifruit à Margès, l'entreprise SKF Aerospace à Saint-Vallier qui fait de la mécanique de haute précision pour la NASA et EADS, l'entreprise Lafuma que tout le monde connaît, le chocolatier Valrhona à Tain-l'Hermitage, les papeteries de Montségur, premier fabricant français de papier de soie, le Clos d'Aguzon à Saint-Auban-sur-Ouvèze, Sanoflore, centre de recherche du groupe L'Oréal à Gigord et Lauzeron, Vanatom, qui équipe les centrales nucléaires en robinetterie, l'Herbier du Diois à Châtillon. Leurs chefs d'entreprise et leurs salariés font vivre nos villages, ils sont attachés à leur territoire, ils innovent et leurs enfants sont dans nos écoles. Tous les sénateurs pourraient dresser le même portrait de leur territoire. Il y a de grandes entreprises dans la Creuse,
comme Amis à Guéret, spécialisé dans le secteur de la forge, dans les Pyrénées-Atlantiques comme Turboméca, leader mondial des turbines d'hélicoptères. Cette diversité économique est en tout cas vitale pour notre pays. Sans elle, pas de maillage économique de la France. Le rôle joué par l'économie sociale et solidaire est également important. Basée sur des principes d'égalité, de responsabilité et de démocratie, elle propose une autre façon d'entreprendre et de créer. Il faut encourager le développement des activités économiques et solidaires, notamment les métiers à potentiel de développement de main-d'œuvre en faveur des personnes peu qualifiées, indispensables. Mais pourront-elles encore fonctionner avec la baisse des crédits de l'État et la baisse des contrats aidés? Dans bon nombre de départements ruraux, le secteur de l'aide à domicile est tout simplement le premier employeur du territoire. Je veux saluer ces associations indispensables au lien social, les ADMR, aide à domicile à milieu rural, les familles rurales, les maisons sociales comme celle de Curnier ou encore Vivre et vieillir au village à Puy-Saint-Martin. Il assure le lien social pour accompagner notamment les personnes âgées et handicapées. Mais au-delà encore, le bouillonnement culturel et social, la ruralité en est synonyme. Il y a des symboles qui rayonnent à l'échelle nationale. Les vieilles charrues à Carré, Jazz in Marcillac, les fêtes nocturnes de Grignan, le Festival international du film fantastique à Gérardmer et de nombreux autres sur chaque territoire. Sur tous nos territoires, le monde associatif est porté par des passionnés d'une incroyable vitalité. Clubs, sport, culture, troisième âge, c'est un véritable bouillonnement culturel et social qui permet de construire le lien, le vivre ensemble. Voilà ce qui attire les citoyens dans nos campagnes, Monsieur le Ministre. C'est un mélange d'authenticité, de qualité de vie, mais aussi et surtout le dynamisme, l'inventivité, l'innovation perpétuelle, les potentialités de se réaliser, de créer de la richesse économique, sociale et culturelle. Le monde rural est bien en pointe sur l'innovation. Ses habitants, ses chefs d'entreprise, ses commerçants, ses artisans, ses bénévoles associatifs, ses élus attendent non pas qu'on leur donne toujours plus de moyens. Ils comptent souvent plus sur eux-mêmes que sur les autres. En revanche, ils attendent qu'on leur garantisse les conditions nécessaires à leur épanouissement et à leur développement. Se priver de ce potentiel de développement, c'est couper la France en deux. Fermer un hôpital, une école, ne pas construire les routes du numérique dans les territoires ruraux, c'est peut-être une économie comptable, mais c'est poser une hypothèque sur notre avenir commun et se priver d'une chance bien réelle dont la France aura besoin pour construire son avenir. Pour ne pas poser d'hypothèque sur notre avenir, il est nécessaire de concrétiser le principe d'équité territoriale et de se mettre d'accord sur les services de base dont les zones rurales ont besoin. Le monde rural ne saurait être opposé à l'urbain. Un aménagement du territoire harmonisé, c'est la recherche permanente d'un équilibre territorial entre le rural et l'urbain. Je dirais même que l'un ne peut aller sans l'autre. Dans la réflexion au sein de ce débat, le mot de cohésion me semble essentiel. C'est en effet le résultat recherché. Dans cette enquête permanente d'équilibre, l'État a un rôle central à jouer en matière d'aménagement du territoire. Mais je crains que la création du conseiller territorial ne soit un très mauvais signe. L'État détient des leviers d'aménagement et de développement. Il doit se réengager aux côtés des collectivités territoriales pour le développement des territoires ruraux. Il doit accompagner la mutation que nous voyons au quotidien. Il doit être en mesure de garantir les fondamentaux d'un développement équilibré. Il faut une volonté politique forte. Le bouclier rural que nous voulons instaurer témoigne de ces difficultés croissantes. Le bouclier rural, c'est la mise en place d'une politique volontariste qui place le principe d'équité territoriale au sommet de nos valeurs. Le bouclier rural, c'est tout simplement la défense et la promotion des services publics. Le gouvernement devrait s'engager dans cette voie. Il existe aujourd'hui de nombreux outils d'aménagement. Les intercommunalités, les parcs, les pays. À l'instar des contrats urbains de cohésion sociale, ne pourrait-on pas explorer la création des contrats ruraux de cohésion territoriale? Il s'agirait tout simplement de définir sur des aires géographiques définies les services communs qui doivent être accessibles à tous en tenant compte des distances à parcourir et il serait important de déterminer la carte de tous les services de base sur un temps d'accès garanti. Je conclus, Monsieur le Président. Les défis que rencontre le monde rural sont nombreux. Plusieurs questions se posent aujourd'hui. Le gouvernement est-il prêt à réinvestir la ruralité? Comment entend-il se réengager aux côtés des collectivités? Est-il prêt à mener une politique volontariste à l'égard de ces zones pour réduire la fracture territoriale? Aujourd'hui, notre pays souffre de ce déséquilibre pesant. Mais vous l'avez vu, la ruralité, les élus, les associations, les chefs d'entreprise, tous les jours se battent
sont positifs, sont optimistes. Parce qu'elle incarne aujourd'hui une nouvelle forme de modernité sociale et territoriale, j'ai confiance en la ruralité, j'ai confiance en son formidable potentiel de développement économique et social pour notre pays tout entier. La ruralité est porteuse de perspectives et de cohésion. J'ai la conviction, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, que la ruralité est une chance pour la cohésion et l'avenir de notre nation tout entière. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Dans le débat, la parole est à Jean Boyer pour l'Union centriste. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, constatons collectivement, et je le dis très franchement, que Didier Guillaume connaît parfaitement la France rurale. Et j'ai essayé de transposer dans mon esprit les différents points qu'il a évoqués. Chers collègues, Monsieur le Ministre, la France d'après-guerre, comme vous le savez, comptait 40 millions d'habitants. 20% étaient localisés en ville et 80% en zone rurale. Aujourd'hui, la répartition est diamétralement opposée. Cependant, certains territoires ruraux connaissent un regain d'attractivité qu'il faut soutenir. Il faut soutenir leurs espérances et leurs atouts, je dirais, avant qu'ils trouvent qu'on soit face à des territoires sans hommes. Je suis dans un département où il y a un canton qui a moins de 5 habitants au kilomètre carré, il doit y en avoir d'autres. Un an après les conclusions des assises de la ruralité, il me semble opportun, Monsieur le Ministre, de rappeler 3 éléments fondamentaux. Premièrement, l'avenir des territoires ruraux passe nécessairement par une diversification de leurs économies, aujourd'hui encore trop limitées à l'agriculture. Surtout, chers collègues, si on laisse seulement à cette agriculture une mission de production brute, sans lui permettre de la valoriser. Un exemple, dans mon département, celui de la Haute-Loire, en 1990, sur 34 000 tonnes de viande bovine ou ovine produite, 28 000 tonnes étaient abattues dans les 7 abattoirs locaux. Aujourd'hui, il reste un abattoir avec 3 500 tonnes. Nous n'allons pas dans le souhait de ce qu'on a appelé les circuits courts dans la dernière élément, ni de la valorisation in situ des productions. Il faudrait donc, Monsieur le Ministre, œuvrer pour ancrer et pérenniser territorialement les entreprises. Des dispositifs pour les pôles d'excellence rurale, reconnaissons le positif, ont contribué à soutenir, à ancrer les entrepreneurs ruraux, mais cela n'est pas suffisant. Reconnaissons que ces PER, c'est positif parce que ce sont des soutiens de projets, pas des soutiens de guichets. En outre, Monsieur le Ministre, le millefeuille des dispositifs d'appui économique des structures administratives freine vraiment les projets. Certains se découragent et ne vont pas jusqu'au bout. Donc améliorons la souplesse, la simplicité et la proximité. Outre la fonction économique, la ruralité assure une fonction résidentielle, dopée par une mobilité croissante et la recherche de qualité de vie qu'on ne trouve pas dans les villes. Mais la solidarité doit être objective, elle doit être comprise, elle doit être sans démagogie compensée. Seulement l'extension urbaine et le mitage des campagnes constituent un danger de surconsommation des espaces agricoles, passant, comme vous le savez, Monsieur le Ministre, de 35 000 hectares de terres agricoles consommées chaque année dans les années 60 à 75 000 aujourd'hui. J'espère que la mise en place de l'Observatoire de la consommation des espaces agricoles jouera pleinement son rôle de régulateur et favorisera la réhabilitation d'anciennes bâtisses plutôt qu'un mitage incontrôlé à des maisons à 100 000 euros. Il faut quand même il faut que la ruralité garde l'image de son patrimoine et il ne faut pas qu'il y ait des lotissements délocalisés et qui dénaturent le contexte général. Si je considère ces 3 fonctions comme restructurantes,
Il faut désormais voir quelles sont les mesures qui permettent au monde rural de les remplir pour le mieux. Parce que deux territoires ont des problématiques différentes, il faut impérativement des approches différentes et donc donner aux élus locaux et notamment aux régions des marges de manœuvre accrues. En termes financiers, les collectivités des zones rurales sont au bord de l'asphyxie, puisque d'un côté, elles n'ont qu'un faible potentiel fiscal du fait de leur faible densité, alors que la taille de leur territoire engendre un surcroît important pour l'entretien des réseaux, des voiries et de l'assainissement. Monsieur le ministre, ça ne date pas d'aujourd'hui. Étant un responsable agricole et très modestement rural, j'ai toujours pensé que dans les dotations de l'État, on devait prendre en compte, je dirais pas seulement les hommes, mais les espaces à gérer. Si je prends une commune de 200 habitants, elle peut être localisée dans une copropriété où il y a le parking, la station d'épuration et je dirais c'est tout. Aujourd'hui, dans une commune de 200 habitants, il y a souvent 20 à 30 kilomètres de voirie, il y a des ouvrages, il y a des équipements d'eau ou sanitaires. Donc il faut, je crois, prendre cet espace à gérer et encourager toutes les initiatives des territoires ruraux. Je crois que c'est ainsi, en leur donnant leur chance par les PER ou d'autres initiatives, qu'on leur donnera l'envie de rester au pays, d'y vivre et de pouvoir y vivre. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, mon cher collègue. La parole est à Jean-Jacques Clausac pour le groupe socialiste. Salut Jean-Jacques, ça va ? Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, tout d'abord une évidence. Toute forme de recentralisation des fonctions collectives est préjudiciable aux intérêts de la ruralité, car appauvrissant une relation de proximité, par exemple entre les services déconcentrés de l'État et les citoyens, ou bien entre les élus et les citoyens, une relation de proximité indispensable au mieux vivre collectif des personnes concernées. Or, la récente réforme territoriale, tout comme la RGPP, est génératrice de distanciation, de perte de sens du mandat électif pour les élections régionales et départementales, au bénéfice notamment des représentants de l'État, avec notamment le transfert de certaines missions, ou bien encore la méthode qui préside au redécoupage des cantons et au schéma départemental de coopération intercommunale. Prenons l'exemple du département. Cette année sera celle du 140e anniversaire de la loi du 10 août 1871, principale loi organisant la vie de l'Assemblée départementale avant les lois de décentralisation de 82-83. Pour ce 140e anniversaire, le Conseil général comme collectivité locale ne mérite-t-il pas mieux que la soumission à une attente inquiète, celle de sa probable disparition, à l'issue d'une phase transitoire personnalisée par le conseiller territorial? Pour notre part, nous ne cesserons de vanter les mérites en milieu rural d'un échelon départemental de proximité et de solidarité pour nos concitoyens, mais également de repères et d'équilibre dans une mondialisation qui ne cesse de gagner du terrain. Derrière la RGPP, le démantèlement des services publics, la fragilisation des conseils généraux et régionaux, derrière la réforme territoriale, y a-t-il une vision historique de l'organisation territoriale de la République et du futur de la ruralité? Non. Nous constatons une simple logique comptable de réduction brutale des effectifs et des dépenses, sans anticipation de l'avenir et avec une incompréhensible uniformisation des décisions. Ainsi se multiplient aveuglément les restructurations judiciaires, militaires, scolaires, hospitalières. Ainsi, dans mon département, la Creuse, vient-on de fermer l'unique service de radiothérapie, obligeant des patients souvent gravement malades à parcourir plus d'1 heure de route pour trouver un service de cette nature, au moment où le cancer devient la première cause de mortalité en France. Dans notre pays, c'est l'État qui a construit la nation, et la déliquescence de l'accès pour tous à des services publics comme la santé, l'éducation ou la sécurité émiette le socle de notre République et les valeurs de protection et d'équité qu'elle représente. Il en est de même avec la suppression de la taxe professionnelle et son corollaire, la coupure du lien entre l'entreprise et son territoire. Or, toute politique nationale indifférente au lien charnel entre l'homme, son territoire, sa production et sa culture s'avérera mortifère pour la dignité de nos terroirs et de ceux qui les habitent. Elle est ignorante des choses de la campagne et bêtement méprisante pour une prétendue France profonde qui ne se situe pas toujours là où on croit. Oui, le monde rural est bien plus vivant et plus complexe
que ce qu'imaginent certaines administrations. Il est surtout capable de prendre en main son destin dès lors qu'on ne crée pas les conditions de sa résignation. Demain, et on en voit déjà certaines prémices, les conséquences sociales, humaines, financières, les conséquences sanitaires, psychologiques, sécuritaires, environnementales de l'hyperconcentration urbaine seront telles que la ruralité sera de plus en plus désirée et sollicitée. C'est cette appréhension de la société de demain que nous devons anticiper dès aujourd'hui. La ruralité peut être une chance pour la France si certaines conditions sont remplies, avec une politique ambitieuse, globale, transversale, intégrant ses spécificités dans les schémas nationaux des infrastructures, un régime dérogatoire pour les services publics, une attention spécifique au réseau des PME-PMI, une reconnaissance majeure des zones d'élevage dans les déclinaisons budgétaires de la future PAC, une action plus forte face aux menaces de fracture numérique, le maintien de dispositifs analogues aux ZRR, mais spatialement plus concentrés, une attention déterminée portée aux conditions d'accueil de nouvelles populations et d'activités, ou bien encore la création d'une véritable 5e branche de la sécurité sociale concernant le risque de dépendance pour des personnes âgées nombreuses sur ces espaces-là. En période de crise, il est impératif d'apporter plus à ceux qui en ont le plus besoin. Cela vaut aussi pour les territoires. L'urgence est telle que nous devons aller plus loin que les simples appels à candidature pour PER. Par ailleurs, la baisse de 14% des moyens d'intervention de la DATAR en 2011 n'est pas de nature à rassurer les porteurs de projets. Un aménagement du territoire mérite d'être une priorité nationale, la population étant d'ores et déjà hyper concentrée sur 20% de la superficie de notre pays, ce que je ne considère nullement comme un progrès de civilisation. Le face-à-face État-métropole va laisser tous les espaces interstitiels abandonnés au chacun pour soi. Nous regrettons également que le dernier remaniement ministériel ait conduit à la dilution de la ruralité dans un grand ministère fourre-tout, non complété par un ministère délégué ou un secrétariat d'État spécifique. Il nous faut, Monsieur le Ministre, une grande loi sur le développement des territoires ruraux, portée par une idée légitime exprimée à travers l'expression bouclier rural, comportant notamment le maintien ou le rétablissement de services publics indispensables à la cohésion sociale. Oui, la ruralité est riche de virtualité, d'attentes et d'exigences. Aussi l'État, mais également l'Europe, doit-il l'aider à choisir le meilleur d'elle-même en jouant toutes ses cartes avec détermination. Merci, mon cher collègue. La parole est à Robert Tropeano pour le groupe RDSE. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la ruralité a longtemps été associée à la seule activité agricole et perçue comme un espace périphérique, un simple lieu de loisirs ou de vacances et à une vaste réserve foncière au service d'une urbanisation et d'un aménagement non réfléchi. Après un déclin certain, elle connaît un renouveau depuis une dizaine d'années. Avec notamment voilà, nous interrompons la séance pour une matinée de vœux politiques sur les chaînes parlementaires. Dans quelques instants, vous pourrez suivre les vœux de Jean-Luc Mélenchon, le président du parti de gauche, prononcés il y a tout juste quelques minutes. Mais d'abord, place au direct. Vous allez écouter les vœux de Martine Aubry, la première secrétaire du Parti socialiste. Elle va tracer la feuille de route du parti pour 2011. On l'écoute tout de suite. C'est en direct de la rue de Solferino.